le Pitch Club de Camille Lavabre. Bonjour ou bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club, le Pitch Club, Mousse. Le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Et ce soir, nous avons parmi nous une invitée, c'est Camille Lavabre. Bonsoir Camille. Bonsoir. Je suis David Sfez et je suis accompagné de Mustapha Kachour. Et c'est parti pour un nouvel épisode. Alors, déjà, juste commencer avec une petite histoire. Alors, quand j'ai préparé l'émission, on était en train de voir avec Mousse pour les invités qui on allait faire et on voulait te faire venir dans l'émission. On a tout de suite pensé à Camille. On a pensé Direct. à Camille. Ouais, c'est Camille d'abord. Camille Après, Lavabre. on voit les autres. Et petit souci technique, c'est qu'en fait, je voulais te contacter sur WhatsApp et sans faire exprès, à minuit et demi, tu sais, sur WhatsApp, des fois, quand tu t'appuies sur le contact, ça appelle en audio. Et je t'ai appelé, il devait être minuit et demi. Ah oui. Donc, je suis vraiment désolé pour ce... Et qu'est-ce que je faisais? Je dormais sûrement. T'as pas dérangé? J'espère que je t'ai pas dérangé, parce que c'est, j'aime pas C'est- faire c'est des excuse appels à l'avance, impromptus. hein. Ça se fait pas. Hein. Je dors toujours avec mon téléphone en mode nuit. Ah, C'est mode, le mode lune. Ne pas déranger. Ah, tu Voilà. mets pas de... Ah oui, attends, parce que... Ah oui, donc t'as pas dû... Ah oui, d'accord, que les numéros favoris. Ceux qui sont dans ton... Je crois que c'est ça. Et désolé Voilà. David, mais tu n'es pas dans mes numéros favoris. Oh là là. Ça, Je sais pas si j'ai envie de ça veut continuer dire le beaucoup de podcast. trucs, ça. Hein. Allez. T'aurais peut-être pas la Eh force. ben, c'était très Ça en sympa. dit long, hein. Alors là, on enregistre cette émission, faut savoir, dans la salle du Paname en bas. Comment t'as découvert le Paname à l'époque? Par Hakim Gemili. Hakim Gemili, d'accord. Ouais. Parce que j'étais au conservatoire, dans un conservatoire de théâtre, D'accord. avec Hakim, Dans le 7e. dans le 7e, exactement. On va dire qui c'est, quand même, Hakim Gemili, au cas où il y a des auditeurs qui ne le connaissent pas. Oui, Hakim Gemili, qui est un ancien membre du Whoop, qui est désormais seul sur scène, qui fait du stand-up et qui a fait quelques rôles au cinéma depuis peu et des apparitions dans des séries, notamment dans Validé. Et Hakim m'a parlé de ce lieu en me disant qu'il jouait régulièrement sur des scènes ouvertes, notamment celle du Paname, et que voilà, et qu'il faisait de l'impro, du stand-up, etc. Et puis il m'a dit un jour passe, viens voir. Et donc je suis passée, je suis venue voir. En fait, quand tu découvres le Paname, c'était quoi le stand-up pour toi? Ah mais un monde totalement inconnu. Je connais pas le stand-up. Je connais en fait Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Florence Foresti. Voilà, en gros. Et à zéro moment j'ai envisagé de faire ça. Après j'écoutais France Inter et j'ai écouté les chroniques de Nora Hamzaoui en l'occurrence sur France Inter et Oui. Thomas VDB aussi. D'accord. Et donc je me disais ça a l'air super de faire ça, mais voilà, je l'avais pas envisagé quoi. Ouais, t'avais pas envisagé, mais qu'est-ce qui te pousse à monter, à franchir la porte du Paname et te dire je vais faire du stand-up? En fait, je me suis pas dit je vais faire du stand-up parce que j'avais pas vraiment conscience de ce que je faisais la première fois que je suis montée, mais je voyais ça comme un espace de jeu. J'écrivais déjà et je voulais à l'époque monter une pièce de théâtre que j'avais écrite et je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais, que ça allait prendre énormément de temps, de réunir des comédiens, de faire en fonction des disponibilités de tout le monde, de faire des répétitions, ensuite de trouver un espace pour répéter, puis pour jouer, trouver un théâtre, etc. Et en fait, avec les scènes ouvertes et notamment le Paname, je voyais le côté immédiat de pouvoir jouer ce que j'avais écrit. Et puis en plus de ça, je venais de faire une expérience j'avais travaillé sur un projet avec une amie et vers la fin ça s'était pas hyper bien passé et j'avais C'était quoi comme projet? C'était un court-métrage qu'on D'accord. avait écrit, réalisé, tout ça. Et là je me suis dit je crois que j'ai envie de monter un projet toute seule aussi. Donc tu vois le Paname réunissait un peu tout ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Donc t'avais dit que t'avais écrit une pièce de théâtre. Est-ce que c'était dans le cadre de tes études dans le conservatoire? Ou alors c'était un projet personnel et c'était quel type de pièce? C'était quoi? C'était une comédie? C'était Alors au début c'était dans le cadre de mes études parce que c'était pour participer à un concours organisé par le Théâtre du Rond-Point qui organisait une sorte d'appel à projet de tous les conservatoires de Paris. C'est quoi ce concours exactement? Est-ce que tu peux en parler? Du Théâtre du Rond-Point, comment ça se C'est passe? ça, c'est un appel à projet pour tous les élèves des conservatoires de Paris. D'accord. Et donc il y a un thème précis et tu es libre donc de présenter une mini pièce, disons de 15-20 minutes autour d'un thème. Alors honnêtement, je me souviens plus du thème, mais du coup voilà, c'est parti de là. Moi j'ai voulu écrire et jouer dedans. Et j'avais fait appel à un camarade de conservatoire pour le mettre en scène. Et j'avais réuni 3 autres comédiens pour jouer dans la pièce. Et on avait présenté ce projet-là. On avait passé des tours.
plusieurs tours, mais on n'avait finalement pas été sélectionné. Mais voilà, mais ça, pour moi, ça a été le point de départ. Et je me suis dit, même si on n'est pas sélectionné pour ce concours-là, j'ai quand même envie d'en faire quelque chose de cette pièce. Donc voilà, d'un format de 20 minutes, je vais passer à 1h, 1h15 et voilà, et je vais la monter, et puis on verra, quoi. Et puis c'est un projet qui a été avorté, puisqu'entre-temps, j'ai dérivé vers le seul en scène. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu deux chemins en parallèle, peut-être. En fait, il y a eu un chemin un peu plus classique, sur lesquels t'as démarré avec donc des formations de théâtre, pour devenir une comédienne standard, on va dire. Mais à un moment donné, il y a eu quelque chose qui n'était pas prévu. C'est ça. En fait, qui t'est tombé dessus, quoi. Ce fameux projet de pièce de théâtre, c'est ça qui m'a donné l'impulse d'écrire pour la scène. J'avais déjà écrit des petites choses pour des courts-métrages, pour des fictions, etc. Mais là, c'est vraiment ce qui m'a donné l'impulse pour écrire et monter sur scène et interpréter ce que moi j'écrivais. Et donc après, ça va démarrer pour le stand-up. Ça, on va y revenir après. Donc je vais redonner la parole à David pour reprendre le chemin de l'histoire. T'es originaire de Marseille, 12e arrondissement. Ah voilà, c'est hyper précis. Ouais. C'est sur internet, On a fait des recherches. Sur Internet. On t'a stalké un petit peu. Ouais, il y a des traces sur internet. Et donc toi, t'es né à Marseille, c'est ça? Alors je suis née à Pertuis, une petite ville à côté de Marseille. Ah, donc dans la banlieue de Marseille. Mais j'ai toujours vécu à Marseille. Et alors justement, qu'est-ce que t'évoques cette ville quand on parle de Marseille? Aujourd'hui, plus ça va, plus je l'aime en fait. J'ai grandi là-bas, j'avais pas trop d'avis quand je vivais là-bas. Enfin, juste c'était voilà, j'habitais à Marseille, point barre, quoi. J'avais pas d'autres points de comparaison, donc je me posais pas trop la question de savoir si j'étais bien ici ou pas. Enfin, en même temps, j'avais genre 9 ans, donc on se pose pas trop les questions existentielles. Et puis quand j'ai commencé à grandir, quand je suis devenue ado, je commençais à en avoir marre de cette ville et je rêvais de vivre à Paris en fait. Et donc quand j'ai quitté Marseille, j'étais très heureuse de quitter Marseille. Très heureuse de vivre à Paris. Et en fait, là, plus ça va, plus je me sens rattachée à Marseille. C'est-à-dire que j'y vais de plus en plus souvent. Avant, j'y allais 2 fois par an, quoi. L'été, à Noël. Et maintenant, j'ai besoin, en fait, d'y retourner souvent. En fait, ça te manque depuis que t'es à Paris et que t'es... Ouais, et puis surtout avec ces confinements, tout ça, C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est remonté, quoi. Il y a quelque chose qui est remonté. D'accord. Et non, en fait, voilà, parce que nous, en fait, bon, on est de Paris banlieue. Nous, de Marseille, on a une certaine image. Plutôt négative, c'est-à-dire que une ville un peu sale, avec des gens qui parlent bizarrement, et surtout que des caricatures qui marchent dans la rue en fait. Toi, c'est quoi Marseille pour toi en fait? C'est quoi ton Marseille? Et Marseille, c'est un mélange de plein de choses. Et d'une rue à l'autre, tu passes, t'es dans 2 ambiances différentes, quoi. Marseille, je sais pas, c'est plein de choses. Marseille, évidemment, quand t'arrives à la gare, t'as l'impression que ça peut être un peu agressif parce que les gens parlent fort, les gens s'expriment, ils ont un accent auquel on n'est pas habitué à Paris. Tu peux être un peu déboussolé, faire wow, mais qui sont ces gens? Et puis tu descends quelques rues plus loin, t'as le marché de Noailles, t'as le marché du Soleil qui porte très bien son nom. Un peu plus bas, t'as le Vieux-Port, et puis t'as les Calanques, c'est magnifique, les Calanques, donc c'est tout ça qui est revenu, tous en ceux fait. qui adorent la Sicile, allez faire un tour dans les Calanques de Marseille, enfin, c'est à peu près la même chose. Et c'est tous ces éléments-là qui sont remontés à la surface, c'est ça, pendant le confinement? Ouais, c'est ça. Et puis non, mais moi, au bout d'un moment, j'avais un dégoût de Marseille parce que quand j'étais ado, je vivais dans un quartier très résidentiel, j'avais pas mon permis. J'ai mon permis à 19 ans, donc voilà, toutes mes années d'adolescence à Marseille, j'étais pas libre de me déplacer, de sortir, etc. En bas de chez moi, j'avais pas. Moi, je rêvais de café, restaurant juste en bas de chez moi. Tu vois, j'avais pas tout ça. Et donc, j'étais partie en vacances à Paris 2-3 fois, et à chaque fois, je me disais, waouh, mais cette ville qui ne dort jamais, qui bouge tout le temps, et où tu peux prendre des cafés crème en bas de chez toi. Waouh, c'est ça la liberté. Tu peux prendre le métro à n'importe quelle heure, parce qu'à Marseille, par contre, je ne prenais pas le métro à n'importe quelle heure, évidemment. Donc voilà, c'est tout ça qui me faisait rêver, quoi. Et quand on voit ce qu'on parle par rapport à Marseille, genre notamment Marcel Pagnol. Ouais. C'est quoi pour toi? C'est un cliché forcément? Ouais, ou c'est un peu un cliché. Oui. La Garrigue. La Garrigue. Ouais. Après, t'as tous les alentours de Marseille qui sont absolument sublimes. Hein, Cassis. Ouais, Cassis, hein, évidemment. Puis même Martigues. Même un peu au-dessus, même le Luberon, tout ça. Enfin, c'est des régions vraiment magnifiques, quoi. Tout le sud-est. Toi, tu te vois te réinstaller là-bas dans un moyen terme? Non. Non, Par pour l'instant, contre, ça non. reste la carrière.
Ouais, pour l'instant c'est Paris et si je bouge de Paris, ce sera peut-être pour aller ailleurs, dans un endroit encore inconnu. Mais retourner à la source, non. Pas encore. Mais j'ai des liens d'attache à Marseille et j'en aurai toujours. Je suis très attachée à Marseille et j'y retournerai toujours. Mais je n'y vivrai pas, non. Et comment ça se fait que t'as pas l'accent? Parce que ça fait trop longtemps que tu vis à Paris. Je l'avais un petit peu, je crois, quand je suis arrivée, parce que je me souviens qu'un des premiers cours de théâtre que j'ai fait à Marseille et dans lesquels j'ai été à Paris, on m'a fait remarquer mes hauts ouverts, tu vois, mes roses, jaunes, et je disais heureuse. Tu vois, donc ça j'ai appris un peu, je l'ai corrigé pour le théâtre, quoi. Ah, on t'a formaté à ne pas avoir d'accent. Voilà, mais quand je retourne à Marseille et notamment quand je suis au volant, il se peut que un feu rouge. Est-ce qu'il y a des gros mots en particulier d'ailleurs? Quand on s'énerve très vite là-bas, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi l'expression que tu peux balancer? Gros mot là-bas quand on est à Marseille. T'as compris le coup. Bah, c'est pas du tout une insulte, mais le t'as compris. Ou le frère. Quand je suis à Paris, je dis pas trop. Mais si je m'énerve, il peut y avoir un frère qui ressort. Après, c'est pas typiquement marseillais, mais quand même. Et si je m'énerve, et en plus si je m'énerve à Marseille, et en plus si je m'énerve à Marseille en voiture, c'est frère, tu es sérieux là? Triple variant. Voilà. Avec la voix qui monte un peu dans les aigus au fur et à mesure qu'on s'énerve. Mais c'est pas possible! Je vois ce que tu veux dire, mais non, je crois pas que... Là je crois pas que je monte dans les aigus. Alors justement, à Marseille, c'est là où tu fais tes premiers cours de théâtre à l'école primaire. Ouais. Et comment tu vas à l'école? C'est toi qui as décidé de ton propre chef de faire des cours de théâtre ou c'était tes parents? Je crois que c'est ma mère. Ta mère, d'accord. Parce qu'on avait marre que je ne parle pas. Parce que là, à ce niveau-là, je suis totalement dans le cliché de l'ancienne timide maladive. Ah, tu parlais jamais? Ah, je ne parlais pas. Quand j'étais petite, je parlais pas. Ouais. Si on voulait, si un enfant s'approchait de moi pour jouer avec moi, non, je partais en courant. Je parlais pas. Non, je t'assure, je parlais pas. J'avais un très gros problème j'étais très solitaire, déjà petite. Très solitaire, très dans mon monde, dans ma bulle, très timide. C'était de la méfiance ou c'était vraiment pour se protéger? Je sais pas. Un jour, ma mère, elle m'a raconté ça il y a pas longtemps. Que quand j'étais petite, quand elle me posait la question, pourquoi tu parles pas aux autres? Pourquoi tu veux pas discuter avec les autres enfants? Apparemment, je lui aurais répondu parce que ça ne m'intéresse pas ce qu'il me raconte. Mais quelle petite code, quoi. Ou non, juste que ça t'intéressait pas, tout simplement. T'as une intelligence supérieure à la moyenne. Est-ce que c'est une légende inventée par ma mère ou est-ce que c'est la vérité? Je sais pas. Ah. Non, mais c'est vrai que j'étais très, je passais beaucoup de temps enfermée dans ma chambre, toute seule. Tu écrivais déjà des histoires à cette époque-là? Non, j'écrivais des chansons parce que je rêvais d'être chanteuse. Je dessinais, je chantais, je faisais. Mais voilà, j'étais assez renfermée. Mais ceci dit, j'ai quand même gardé ce côté-là aujourd'hui. Ça n'a pas énormément changé à ce niveau-là. Je suis quand même très solitaire. Après, j'adore. J'ai une vie sociale très développée. J'adore mes amis. Est-ce que tu dis toujours j'adore rencontrer des gens, ce qu'ils disent en fait? Non. Au contraire. J'adore rencontrer des gens. J'adore la nouveauté, voir des nouvelles têtes. J'aime bien m'intéresser à de nouvelles personnes. Moi, je suis très premier degré, d'accord. J'ai oublié l'humour. Je ne sais plus ce que c'est. Donc... D'accord. À cause du couvre-feu. Et justement, alors, c'est quoi tes souvenirs de ces premiers cours de théâtre? Le premier jour. T'arrives ça je m'en souviens pas. Je me souviens qu'on jouait on jouait Alice au pays des merveilles. D'accord. Quand j'étais à l'école. Je me souviens que c'était un bordel sans nom. Tout le monde avait oublié son texte. Et je me souviens avoir dit en boucle vous voulez une tasse de thé? Je crois que c'était ça la réplique des petits lapins dans Alice ou un truc comme ça. Voilà, ce sont donc mes premiers pas en tant que lapin. Ah, tu faisais un lapin. Ton premier rôle, c'était un lapin. Ouais, j'étais pas Alice. D'accord. C'est qui Alice? Je sais plus. Je sais même plus. Je crois que ma mémoire l'a occulté. Non, mais voilà. Et à ce moment-là, il y a eu un peu ce truc de ma mère m'a inscrite au théâtre parce qu'elle en avait marre d'avoir de son enfant autiste. Et quand elle est venue me voir donc au spectacle de fin d'année, je crois qu'elle a été très étonnée de voir que je me suis pas décomposée et que j'étais pas allée me cacher dans un coin et qu'au contraire en fait j'étais trop bien. J'étais assez à l'aise, je prenais du plaisir sur scène et tout. Et là, après ça, elle m'a dit, mais Camille, tu veux prendre des cours de théâtre pour de vrai? J'avais fait, ouais, d'accord. Et voilà, c'est parti. Et là, à ce moment-là, t'avais quel âge à ce moment-là? Quand tu... sur les cours de théâtre, là, parce que ta carrière va presque démarrer. C'est-à-dire que là, on va lancer le truc, là. Sur les planches du collège. Le wagon va démarrer. Parce qu'au début, c'est pour déconner, et là, après, ça va devenir sérieux. Non, mais c'est juste que, voilà, j'avais trouvé une activité qui vraiment
stimulait, quoi. Je sais plus, je devais avoir 9 ans peut-être. D'accord. Un truc comme ça. 9 ans, donc jusqu'à tes 18 ans, quand tu montes à Paris, c'est la Alors, comédie, par tout contre, ça. je fais pas du théâtre jusqu'à mes 18 ans. Je prends des cours. D'accord. Je prends des cours donc à Marseille avec une prof de théâtre qui s'appelle Laurence Briata et je prends des cours avec elle pendant plusieurs années et en fait moi je prends goût aussi au théâtre par cette femme qui vraiment me donne goût à ça. En quoi, par exemple, c'est quoi? C'est des méthodes de travail, c'est des façons de... Qu'est-ce qu'elle t'a appris exactement en fait? Tu te souviens un peu de... Ouais, alors déjà elle m'a appris un peu les bases. La diction, c'est con, mais voilà, travailler son élocution, le souffle, comment voilà, gérer la respiration, tout ça. Et en fait, ça c'est des bases qui me servent beaucoup aujourd'hui. Et c'est une formation que j'ai pas forcément retrouvée plus tard dans les écoles de théâtre à Paris. Bon bref, donc voilà, donc elle m'a beaucoup appris ça. Et puis moi, ouais, on a eu une relation très forte et... Il y avait que du théâtre, il y avait pas un peu de chant avec Non, c'était vraiment du théâtre. D'accord. Et donc j'ai souvenir pendant toutes ces années de préadolescence de me dire le mercredi, le jour du théâtre, c'est jour de fête, quoi. Donc voilà, donc j'ai jour de la semaine qui tue, quoi. Voilà. Ah ouais. Voilà. Et voilà, j'ai donc pris des cours avec elle jusqu'à mes 14 ans, je crois. Après j'ai arrêté parce qu'elle a quitté parce qu'elle donnait plus de cours. Donc j'ai arrêté. Donc de 14 à 18 ans, plus trop de théâtre jusqu'à... Non, plus trop. Et qu'est-ce qui t'a motivé à 18 ans quand tu montes à Paris, à part quitter Marseille? Non, je suis pas partie pour quitter Marseille, je suis vraiment partie pour faire du théâtre. Mais ce qui m'a motivée, j'ai fait un stage... je suis venue en vacances à Paris l'été de mes 15-16 ans et j'ai fait un stage au cours Florent pendant une semaine. D'accord. Et après ça, j'ai fait ouais, ok, c'est sûr, je vais revenir dès que j'ai mon bac, je reviens et je fais ça toute ma vie, quoi. T'étais piqué au théâtre. Ah ouais, ce stage-là, puis le cours Florent qui était pour moi, j'avais l'impression que c'était un lieu mythique. Bon, aujourd'hui je sais pas, mais c'est acteur studio français, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu ouais, c'est ça, tu apprends à jouer avec d'autres gens autour de toi et tu te fais du réseau aussi. Ouais, c'est ça. Et puis moi je me rappelle que pendant ce stage, on était un super groupe et donc j'avais fantasmé ce que pouvait être ma vie 3 ans plus tard quand j'arriverai à Paris pour vraiment m'installer, faire ce métier et rencontrer plein de gens qui veulent faire la même chose que moi, qui aiment la même chose que moi et voilà quoi. Et je me suis dit ok, c'est sûr là, je veux faire ça. D'accord. Et donc tu arrives à Paris, je suppose tu vis pas de ta passion, tu fais les premiers travaux alimentaires. Ouais. Comment tes parents ils réagissent par rapport à ça? Ils te disent ok, fonce. Ben ouais. J'avoue que j'ai de la chance là-dessus. Je crois que mes parents m'ont toujours dit, t'as de la chance d'avoir une passion, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est très dur de trouver sa voie à 18 ans, à peine sorti du bac, quand on dit bon et maintenant qu'est-ce que tu veux faire pour tout le restant de tes jours? Je sais pas. En fait, je sais pas parce que j'ai pas découvert les possibilités. Je connais juste la philo, l'histoire géo et les maths, donc comment savoir. Et donc voilà, mes parents sont toujours partis du principe que voilà, c'était une chance de savoir ce qu'on voulait dans la vie et d'avoir une passion et ils m'ont toujours dit en gros qu'ils seraient toujours derrière moi, qu'ils m'encourageraient à la condition que vraiment je me défonce pour ça, quoi, que je travaille. Donc 100% de ton temps à ce moment-là, il est consacré à ça en fait. Ouais, mais j'ai plein de petits boulots. Déjà, je passe 1 an à Marseille de mes 18 à mes 19 ans. Je fais vaguement 10 jours de fac histoire de dire LEA, anglais-espagnol. D'accord. Ouais. Parce que sur ta fiche agent, il y a marqué anglais-espagnol. Ouais. Anglais, ça va, je me démerde. Hablas muy bien espagnol. Espagnol, je crois que j'ai un peu perdu. Putain, faut que je regarde la dernière saison de Casa de Papel. Allez en Espagne. Ouais. Non, donc je fais 10 jours de fac à l'époque avec ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui, Vanessa. Qui s'appelle Vanessa. Vanessa, qui on passe le bonjour. Voilà. Bonjour Vanessa. On t'embrasse. Tu me manques, Vanessa. Rappelle-la, parce que là, la pauvre. Alors, on s'est vu il y a 2 semaines. Ah bon, ça, c'est cool. Donc voilà, donc je m'inscris avec elle à la fac. Et vraiment, moi, je reste 10 jours et au bout de 10 jours, je me dis non, mais n'importe quoi. C'est une fac à Paris, à Marseille. C'est à Marseille, d'accord. À Aix, là, t'es encore à Marseille. Ouais, là, je suis encore à Marseille. Pas encore à Paris, t'habites pas encore à Paris. Non. Et à Paris, je savais quand même que la vie coûtait très cher, donc je me suis dit que j'allais passer 1 an. J'ai quitté la fac, voilà, j'ai annoncé ça à mes parents, et je me suis donné pour objectif de me faire de l'oseille. Comment t'as fait de l'oseille? Comment t'as fait de la moula? Oh ben, la grosse moula. J'ai fait de la moula via un job de caissière, vendeuse. Je faisais des crêpes.
serveuse. Enfin, j'ai fait un peu tous les boulots, tous les petits boulots quoi pendant 1 an. Et puis quand j'ai eu assez d'économie pour survivre à Paris, je suis partie. Mais arrivée à Paris, j'ai continué de faire plein de petits boulots. T'as bossé à Marseille, hein, c'est ça? Tout ça, c'était à Marseille. Voilà, ouais. T'as mis de l'argent de côté. Chez tes parents, donc t'as fait un pécule et après t'es parti. Exactement. Donc vivant chez mes parents, j'avais pas de loyer, donc je pouvais économiser. C'était ok. Et puis je suis arrivée à Paris. C'était important que tu fasses cette démarche-là parce que tu peux demander à ses parents d'être aidés. Toi, tu voulais bosser, toi. Mes parents allaient de toute façon m'aider les premiers temps à Paris parce que c'est Paris, quoi, et que tu t'en sors pas. Enfin, c'est très dur de s'en sortir. Mais je voulais pas. C'est même pas eux qui m'ont dit ah ouais, tu veux y aller, bah démerde-toi, fais de la thune, quoi. Mais je sais pas. En gros, tu voulais te conditionner dès le départ à survivre. Donc, et puis ça m'éclatait. Honnêtement, mes premières fiches de paie, franchement, j'ai kiffé, quoi. C'est un vrai délire. J'ai bossé, c'est moi qui a fait ça et j'ai gagné ça. Exactement. Franchement, la sensation, mon premier chèque d'ailleurs qui n'était rien à voir, c'est que j'avais gagné un concours de chant et j'avais gagné 200 €. J'étais comme une ouf, un chèque de concours de chant. Ouais. Tu l'as encadré le chèque, tu l'as gardé. Mistral gagnant. Et t'es imité Renaud ou tu faisais avec ta voix? Les concours de chant de estivaux à côté dans la région PACA, enfin bon, c'était c'était le radio crochet. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ouf. Local. C'est quoi c'est dans des campings, il y a des concours de chant? Non, pas des campings, mais des Ah, c'est l'été. Bip bip, jamais là-bas. Qui va Oui, bah oui, tu crois que ça vient d'où de Interville, tout ça part de là? Ah bon? Ah non, c'était pas vraiment l'ambiance. Non, c'était les concours de chant locaux, je sais pas, des trucs en plein air sur des places de villages, des trucs Les 200 €. Voilà, quoi. Donc voilà, donc j'étais comme une ouf, et là, la satisfaction de gagner son propre argent, j'ai fait, ah ouais, c'est un vrai kiff. C'est ton premier cachet artistique. Ouais. Bah, c'était pas un cachet, putain, c'était pas payé. Une récompense, quoi. T'avais fait un travail et t'as été payé. Exactement. Ouais. Et donc après, voilà, quand je recevais mon salaire, tous les mois, en étant caissière, vendeuse et tout, franchement, c'était une satisfaction personnelle. Je sais pas pourquoi on disait ça. Et après à Paris, non, parce que tu dis qu'en fait, après, quand t'as mis de l'argent de côté pour monter à Paris, quand tu montes à Paris, t'as continué ces travaux alimentaires. Ouais. Et en parallèle, donc la comédie, le théâtre, tout ça, c'est... j'étais en école de théâtre et à côté, j'avais 3 jobs à la fois, parfois. C'était à quelle école où t'étais? C'était Cours Florent ou c'était autre chose? Non, alors j'étais aux ateliers du Sud-End. Et après, j'ai été donc au conservatoire. Tu peux en parler de ça, l'atelier du Sud-End, c'est quoi? Atelier du Sud-End, ouais, c'est une école dans le 18e. J'y suis restée 2 ans. Au bout de 2 ans, je me suis lassée, donc je suis allée ailleurs. J'avais envie de tester une autre école. Et puis les conservatoires, ça a été sur concours, alors que le Sud-End, non. Donc je voulais me tester aussi. C'était un peu un petit challenge de me dire, ah tiens, est-ce que je peux réussir ce concours? Et le Sud-End, ouais, j'en garde un bon souvenir, et notamment ma première année, j'avais une prof super qui s'appelle Pascale Mariani, qui est aussi comédienne, et elle était vraiment super, et c'est notamment grâce à elle que j'ai adoré mon année dans cette école. Elle était prof d'impro, notamment. L'impro, c'est très important pour le stand-up. Souvent, ça te permet enfin, il y a beaucoup de stand-uppers, notamment américains, qui viennent de l'impro. C'est vrai. Mais alors, tu vois, autant moi j'adorais l'impro en cours de théâtre, autant je pratique pas ça du tout en stand-up. Pourquoi? Je sais pas, je crois que ça me fait peur. Et je crois que j'ai tellement appris en faisant beaucoup de théâtre, j'ai appris à monter sur scène en ayant le texte au mot près, à la virgule près. L'interpréter. Voilà. Que c'est quelque chose que je reproduis en stand-up. Alors je sais que, il y a 2 écoles. Oui. Et je sais que pour certains, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire, mais je crois aussi que c'est après chacun sa méthode, et moi je sais que j'ai besoin de ça pour être sécurisé sur scène. Ta prof de l'époque, est-ce qu'elle te parlait déjà du seul en scène? Pas du tout. Non. C'était aucun, tes profs, quand tu as fait tes cours, te parlaient de cette possibilité-là, d'un jour d'être seul sur scène? Non. C'était que des cours pour des groupes collectifs. Il n'y avait pas d'impro. Il y avait de l'impro, mais en groupe. En groupe. En groupe, ouais. D'accord. Et justement, alors, j'ai vu qu'avant de rentrer au conservatoire, t'as fait déjà 5 pièces, si je dis pas de bêtises. Ah oui, quand j'étais à Marseille, ouais. Quand j'étais à Marseille et donc t'avais commencé à Marseille à faire du théâtre? Oui, un peu. Avant de vivre, l'été juste avant de monter à Paris, j'avais fait le Festival d'Avignon avec une pièce, notamment. Les Femmes savantes de Molière. D'accord, ouais, donc pas n'importe quelle pièce. En costume ou actualisé? C'était. Alors. Comment vous l'avez joué?
Attends, on va dire c'est quoi? C'est une pièce de Molière très connue qui est jouée partout dans le monde entier, dans plein de pièces en alexandrin. Voilà, le théâtre classique, quoi. Et j'avais joué, en fait, on jouait tous les rôles en personnages de film. C'était un délire du metteur en scène. D'accord. Il y avait par exemple, il y avait Kill Bill, il y avait moi en l'occurrence, j'étais inspirée Pocahontas. Je jouais Henriette, qui est donc la jeune première. Et j'étais un peu, on était sur une ambiance de Pocahontas, ouais. C'est bien, le public, c'est conceptuel. Le public, il a aimé? C'est conceptuel. Ouais, ça marchait bien. Ouais. D'accord, c'est une belle expérience. C'était une belle expérience. Et puis du coup, j'ai expérimenté Avignon aussi, qui est c'est un univers particulier. Comment tu pourrais décrire Avignon pour quelqu'un qui l'a pas fait? Faut être en forme. Dans quel sens? Dans le sens où. Combien de temps ça dure déjà? Combien de temps tu restes là-bas quand tu vas? En général. On était resté 3 semaines. Donc t'as fait pratiquement le festival. J'essaie de me souvenir parce que c'était quand même il y a longtemps. Ouais, il me semble que c'était ça. Et en fait, globalement, tu tractes pour que les gens viennent voir ton spectacle. Tu joues, tu vas voir d'autres spectacles, tu bois des coups, tu fais la fête parce que c'est Avignon. Et en fait, c'est comme ça tout le temps. Et même quand tu veux dormir, tu vis en général dans un appartement très bruyant parce que le festival ne s'arrête jamais. Donc tu dors pas très bien, voilà. Après c'était super, hein. Et puis Et c'est à faire quoi pour quelqu'un qui c'est à faire qui veut faire comédien un jour. Mais par exemple, moi j'ai jamais fait ça seul quoi. Je l'ai fait en groupe, donc c'était parce que c'était bien parce qu'on était en groupe. Mais tout seul, je sais pas comment je le vivrais. Ah, parce qu'il y avait dans un épisode précédent, on avait Jean-Claude Moicca qui nous racontait qu'il avait fait ça. Je l'adore. Lui aussi, t'aimes beaucoup. Il racontait qu'il avait fait son premier Avignon tout seul, enfin qu'il partait tout seul tracté. Ah ouais, ça c'est pas facile. Ça forge le caractère. Oui, sûrement. Ouais. Je pense que t'es blindé après ça, mais. Parce que quand tu distribues les tracts, c'est quoi? T'as un texte à. Tu dois convaincre les gens de venir voir le spectacle. Donc quand t'es plusieurs, c'est toujours plus sympa. Et puis c'est peut-être plus facile de vendre. Puis tu vends le spectacle, alors que quand t'es seul, tu te vends toi. Ouais. C'est venez me voir. C'est pas la même chose que venez voir le spectacle que nous proposons tous en groupe. Et vous étiez en costume ou en civil? Ouais, costume. Les deux. Et c'est pas trop dur avec le costume, hein, parce qu'en en plein cagnard. Encore ça va, nous on avait des costumes assez soft, mais quand je voyais certains tractés avec leurs costumes, ils avaient 67 kilos de costumes sur eux, ils faisaient 120 degrés. C'est pas toujours évident. Hein. Alors justement, après, tu as fait quelques expériences au théâtre et tu rentres au conservatoire. Déjà, je veux savoir comment on prépare le concours du conservatoire. C'est le conservatoire du 7e? Du 7e, ouais. C'est pas la même chose que le concours du conservatoire national, que j'ai passé aussi. Alors, comment, justement, c'est quoi? Qu'est-ce qui diffère? Est-ce qu'il y a une vraie différence ou c'est... Pour lequel? Pour le conservatoire... Entre le conservatoire national et celui du 7e. Le conservatoire national, c'est un vrai training, quoi. Moi, donc je l'avais passé, et c'était une préparation de décembre à mars, je crois, très intensive, où tu dois préparer 4 scènes. T'as une scène, alors attends, de mémoire, tu as une scène en alexandrin, une scène classique, une scène contemporaine et un parcours libre. D'accord. Donc tu prépares ça de manière très intense, et puis c'est un concours, donc il y a forcément de la concurrence. Tout le monde est stressé, il y a une énorme pression, etc. Et puis t'as l'impression que tu vas jouer ta vie et ton avenir, alors qu'avec le recul, non. Mais on te met un peu dans la tête que tu désires ce concours plus que tout. Alors que moi, quand j'y pense, je me dis non, c'était pas l'objectif d'une vie. Mais t'es tellement conditionné que oui, on te prête des désirs qui étaient peut-être même pas les tiens à la base, mais tu te prends au jeu totalement et t'es dedans. Tu vis concours jour et nuit, quoi. Et donc moi j'avais passé le premier tour, donc le premier écrémage. Et au second tour, j'avais cette pression plus quoi, parce que je me disais putain, j'ai quand même passé. Parce qu'au départ, on est, je sais pas, on doit être 1200, puis après ils en gardent une centaine, et après ils en gardent 60, et puis après ils en gardent 30 à la fin, je crois, un truc comme ça. Ouais, donc quand tu passes le premier gros écrémage, tu fais je suis si près du but. Donc voilà, et puis après j'ai pas eu le second tour. J'étais extrêmement déçue, j'avais l'impression que tout s'effondrait. Et voilà quoi. Alors que le conservatoire du 7e, c'était plus cool quoi. Déjà ça se passait, on faisait des sortes de stages où chaque semaine il y avait un écrémage d'élèves quoi. Mais on passait beaucoup de temps avec le prof,
passer beaucoup de temps en groupe. Enfin, tu vois, le concours du conservatoire national, t'es un peu tout seul, quoi. T'es seul dans ton training. Alors que là, ouais, il y avait plus un truc de... C'est-à-dire que là, c'était plus humain, on va dire. Ouais, voilà. Peut-être. Et savoir comment la façon de jouer, est-ce que tu penses que t'es formaté d'une certaine manière de jouer? Est-ce qu'on te fait rentrer dans un moule ou Ouais, parce que conservatoire, on se demande, voilà, est-ce que quand tu rentres dedans, quand tu ressors comment, en fait? Tu ressors formaté? Alors, je pense que le national, oui, un peu. Mais dans mon cas, le conservatoire du 7e, déjà, je suis pas allée au bout de la formation parce que, comme je vous disais, j'étais trop, ce qui est mon problème, mais j'étais trop impatiente. Donc, j'ai quitté le truc prématurément pour aller faire de la scène. En fait, je l'ai quitté vraiment quand j'ai démarré le stand-up. Mais pour autant, si j'étais allée au bout de la formation, je crois pas que j'en serais ressortie formatée. Le Pitch Club de Camille Lavabre. Alors tu dis que tu quittes le conservatoire du 7e pour te lancer dans le stand-up. Ouais. Et qu'est-ce qui te chauffe? C'est à l'époque, c'est quand parce qu'on revient un peu au début, c'est quand Hakim Gemili que t'avais côtoyé dans cette école. Donc il était avec toi dans le conservatoire du 7e? Mais il est resté 2 mois, tu m'avais dit. Ouais, il est très peu resté. Ça commençait à très bien marcher pour lui avec le Whoop et avec, ses vidéos, ses spectacles. T'es plus impatient que toi, en fait. Encore plus impatient que lui, toi. Ah non, je sais pas. Non, mais ça faisait un moment qu'il était là aussi, donc. Quand t'arrives, il était déjà là, en fait. En fait, quand il est arrivé au conservatoire, je crois qu'il avait déjà quand même un bon début de carrière et que. Il avait un peu roulé sa bosse. Ouais, voilà. Et alors donc là, on va arriver vers le stand-up. Vous allez au Paname, c'est ça, ici, pour jouer. Comment ça se passe, en fait, au début? Eh ben, je viens voir 2-3 scènes ouvertes, et puis ça me donne envie, ça me chauffe, en même temps ça m'effraie. Et je me dis un beau jour, allez. J'avais en plus un texte qui s'apparentait à du stand-up déjà écrit dans mon ordi. Ça parlait de quoi? C'est un texte perso ou je suis obligée de dire. Ou on t'a aidé à l'écrire? Non, je l'avais écrit toute seule. Et donc, c'était un peu de l'humour noir et puis et j'étais très nonchalante et très voilà. Bon. C'était dur. Non, alors je pense que j'ai eu la chance du débutant parce que ma toute première scène ici, c'était un dimanche 18h, un labo et c'était blindé. Et ça s'était très bien passé. Donc le Labo du Rire, c'est la scène au Paname qui propose aux jeunes humoristes qui débutent de faire leur premier set, leur première scène. Souvent quand on débute par la scène du Labo. C'est le centre de formation et justement le dimanche 18h, il y a potentiellement du monde. Ouais. Et ça se passe comment? Tu dis chance du débutant. Et chance du débutant, ça se passe bien et je me dis mais en fait c'est génial. Les gens ils rigolent. Alors je me suis pas dit c'est facile, mais j'ai pris une certaine forme de confiance. Je me suis dit ok. C'est un peu grisant, quoi. Voilà. Et puis la deuxième scène. Bide. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens pas trop, mais je me souviens qu'après j'ai pris des bides quoi. Ah ouais. La base évidemment. Et comment ton premier bide là, tu vis comment tu dis qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai arrêté? Alors bizarrement, j'ai pas de souvenir de mon premier bide. Je me souviens pas trop, mais je me souviens de un de mes premiers bides qui était au Paname. D'accord. C'était donc peut-être 2 mois plus tard, et je jouais peut-être pour la 5 ou 6e fois de ma vie. Et je suis sur le 23h45. Le plateau de 23h45 au Paname, c'est un plateau donc qui comme son nom l'indique, se déroule à 23h45. Oui. C'est quoi, c'est le vendredi ou samedi? Il y en a 2. Je sais plus, c'est un samedi, je crois. C'est 2 mois après, un plateau avec d'autres humoristes un peu plus aguerris. Ouais, parce qu'en fait, c'était l'été, il y avait des créneaux, et puis j'avais demandé à Karim Kachour, donc le patron du Paname. Du lieu. Je lui ai dit, fais-moi jouer. Et je l'ai tellement saoulé qu'il m'a dit, ah ouais, tu veux jouer? Avec sa voix là. Ah, d'accord. Il me dit, ok, tu vas aller en gros, le sous-texte, c'était, tu vas aller dans le dur. Ouais. Tu savais où t'allais à ce moment-là? Parce que tu voyais les trucs le soir un peu. Je m'en rendais pas trop compte. Tu sais, au début, tu débarques. Non, tu te rends pas compte, quoi. Mais quand même, je me souviens m'être dit, dis donc, c'est un peu tard, 23h45. Ouais. Et voilà. Et donc, j'arrive dans une ambiance où, alors, le plateau, en plus, avait un petit peu de retard. Donc, je crois que j'ai joué pas loin vers 1h du mat. Et, faut préciser quelque chose, là, par rapport à ça. C'est pas du tout la clientèle habituelle à 1h du matin. Oui. Enfin, c'est surtout que les gens ont fait une soirée avant, donc ils ont bu. Donc t'as la moitié qui est méchée. Voilà. C'est vrai. Il peut y avoir des incidents, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est un plateau qui est un peu, qui a rien à voir avec les plateaux habituels. Où en général, le public est trop content d'être là, ils sont chauds, ils sont contents, il est 21h, c'est cool. Là, non, et c'est vrai qu'ils sont... Là, c'est plus aléatoire. Ça chauffe, quoi. Ouais, là, c'est, tu sais sens qu'il y a une tension un peu dans la salle, quoi. Non, t'as pas... Tu sens que
il y a des gens aussi qui sont là pour faire le show, quoi, parce qu'ils viennent voir un spectacle, mais ils ont envie d'être plus malins que toi. Enfin, j'en sais rien. Ce qu'on appelle les hecklers chez les Américains, c'est ceux qui gueulent. Tu sais, les hecklers, c'est les mecs qui gueulent quand tu joues, tu vois. Ils t'interrompent quand tu joues, tu vois. Ils disent moi, je suis plus marrant que toi. Il y avait un peu ça. Ouais. Et donc, tu t'arrives à ce moment-là. Ouais. Et donc, j'arrive à ce moment-là, mais il faut savoir que, comme c'était un plateau, comme c'était un peu tard, moi, il y avait la question qui se posait avant de qu'est-ce que je fais avant? Est-ce que je reste chez moi jusqu'à 23h30 et ensuite je vais jouer, ou est-ce que, je sors un peu avant, enfin, je sors tranquille, mais. Tu vas boire un petit verre, je vais boire un petit verre. Sauf que, à ce moment-là, j'avais eu un petit problème de santé et que j'étais sous traitement. Et que donc, le traitement impliquait de ne pas boire d'alcool. Je décide en fait de sortir. J'avais des amis qui étaient en terrasse et donc je rejoins mes amis. Et puis de fil en aiguille, je m'étais dit que j'allais boire juste un Perrier. Et puis en fait, je me chauffe, je bois un verre de vin blanc que je crois je ne finis même pas en fait. Ouais. Vraiment, je bois un petit verre de vin blanc histoire de en me disant bon allez, ça c'est pas si grave. Ouais. Presque, ça va me donner de la force pour après. Alors après, j'ai très vite compris qu'en fait, il ne fallait jamais boire avant de jouer. Et donc je débarque. Et là, le public est agité. Je suis sous traitement et je suis un peu pas bien, un peu pas bien avec le vin, etc. Et je me prends une remarque dans la salle, un mec qui répond quand je parle, qui a pas compris qu'en fait ça n'était pas un dialogue et que voilà, et je suis déstabilisée parce qu'en plus j'ai pas beaucoup d'expérience avec la scène, etc. Et donc je tourne de l'œil et je commence à faire une crise de panique. Je sens plus mes membres, je sens plus ma langue, il y a plus rien qui vient, j'ai plus de salive et là je sors. Les gens pensaient que c'était dans le sketch, en même temps c'est vraiment pas drôle du tout. Si jamais j'avais eu cette idée de tiens, je vais mettre un malaise dans la salle. Non, c'est nul. Et donc je sors et à ce moment-là je jouais avec c'était Donnell Jacksman était sur le plateau et je me souviens quand il m'a vu sortir, il a assuré parce qu'il a tout de suite repris le relais et rechauffé les gens et etc. Et en fait finalement ça va, c'est passé. Ouais. Mais moi je me souviens, j'étais dans la petite loge derrière le Paname là derrière le rideau et j'étais mal. J'avais mes amis avec qui j'étais avant dans le bar qui étaient venus me voir, donc elles sont tout de suite venues me réconforter quoi. Ouais. Et puis Karim est descendu aussi, il m'a amené un verre d'eau, donc ça allait. Mais de ce jour-là je me suis dit en fait je suis grillée à vie au Paname, je jouerai plus jamais quoi. Je me suis dit c'est mort. Ouais, sur le moment tu te dis bon là c'est mort là. Et ça se passe comment après du coup pour après cool. Après t'as récupéré après tu t'es fait vanner. Après Karim m'a bien vanné pendant les tu voulais venir en faisant exactement. T'as vu maintenant. Fais pas un malaise cette fois. Donc en gros en fait il t'a fait gagner beaucoup de temps en fait. Ouais. Et puis après en fait franchement ils ont été super cool avec moi et il y a pas eu de problème. Après j'ai juste compris qu'il fallait pas brûler les étapes et prendre le temps et que tu accèdes au gros plateau quand t'as le niveau, mais qu'il faut pas. C'est-à-dire que l'impatience que t'avais dans les autres fois où à chaque fois t'as interrompu des cycles, là il faut faire un cycle complet quoi. C'est vrai. C'est très juste ce que tu dis parce que c'est mon gros problème. J'ai envie que ça aille vite, j'ai envie que ce soit tout de suite. Je m'impatiente. Enfin, j'étais comme ça beaucoup avant. Maintenant, je crois que ça va mieux. Mais t'as compris que c'était pas possible. Ouais, maintenant j'ai compris qu'il fallait y aller étape par étape. Ouais. Mais vouloir tout rouler au début, ça c'est voilà, ça. Et ça c'était quand tu te souviens en quelle année c'était cet événement, cet épisode? Ça devait être 2017, je crois. Ouais, ça fait 4 ans. Ouais. Entre-temps, donc. C'était un été. De l'eau a coulé sur les plombs, on va dire. Ouais. Et donc de cette expérience-là, après donc derrière t'enchaînes, tu continues à bosser, tu lâches pas le stand-up, c'est quelque chose que tu veux. Alors après j'enchaîne les scènes ouvertes et puis très vite j'ai envie d'écrire un spectacle parce que très vite j'ai envie de me roder sur 1 heure. Ce qui m'intéressait c'était de travailler sur 1 heure plus que de travailler 5 minutes par 5 minutes. Après chacun sa méthode. Ouais. Donc j'ai très vite créé un spectacle. Et donc j'ai joué mon spectacle que j'ai rodé dans une petite salle qui s'appelle le Sonar à Pigalle. Solitude partagée. Exactement. Et que t'as donc Pigalle et après t'as fait la nouvelle scène. La nouvelle scène. Et combien de temps t'as mis pour le fabriquer ce spectacle entre le moment où tu fais ta première scène au Paname? 1 an. 1 an. Ouais. Et tu bosses quoi? Tu fais comment pour bosser? T'es toute seule ou t'as des gens qui te... Alors j'ai essayé de bosser avec plein de gens que j'ai rencontrés, soit des humoristes, soit des metteurs en scène que j'ai rencontrés un peu comme ça, en arpentant les scènes ouvertes. Oui. Et puis finalement j'ai travaillé avec un
un ami comédien qui était au conservatoire avec moi, qui s'appelle Aurélien Ouvert, qui m'a mise en scène. Oui. Après, j'ai rencontré Florian, Violente Viande, qui a... Florian Nardon. Pardon. Violente Viande, on va dire qui c'est quand même. Ouais, c'est un compte Instagram qui est assez populaire maintenant, qui est très fort dans la punchline. En fait, lui, enfin, c'est très humour noir. Faut voir ça au 40e degré, mais c'est, en fait, il met juste des punchlines sur régulièrement. Des vannes juste avec des textes. Mais on peut préciser que c'est brillant. Oui, c'est brillant. Oui, en plus, marche. Il a fait un livre, il a fait 1 ou 2 livres, il a sorti une BD il y a pas longtemps avec Pampan Cucu d'illustration. Voilà. Et donc, vous travaillez ensemble, c'est-à-dire qu'il t'aide à... Et donc, à ce moment-là, en fait, un jour, moi, je le suivais sur Instagram et je l'adorais, j'adorais ce qu'il faisait. Puis un jour, il est venu me voir sur une scène ouverte au Paname. Et à l'issue de ça, il m'a proposé de m'écrire des trucs. Il m'a dit, moi, voilà ce que ça m'a inspiré. Est-ce que ça te dit que j'écrive pour toi? Et donc, il m'a envoyé des trucs et j'ai trouvé ça Et après, comment ça super. se passe? Vous voyez, t'es sur scène, non, en fait, vous travaillez comme ça? Non, parce que lui habite à Bordeaux. D'accord. Donc on n'a pas vraiment l'occasion de faire des séances d'écriture, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais quasiment à ce moment-là mon spectacle écrit, donc je lui ai envoyé mon spectacle fini, et lui, il est venu pimper le spectacle, il est venu punchline. Voilà, il a rajouté des vannes, il est venu, comme il dit, il est venu salir mon spectacle. Salir le spectacle, c'est-à-dire quoi? Rajouter des... Ça veut dire que voilà, il est capable d'aller beaucoup plus loin que moi. Dans l'humour noir, dans l'humour noir, dans le trash, dans le... Voilà, là où moi, parfois c'était un peu trop propre ou gentillet, et lui est venu dynamiter tout ça. Parce qu'en fait, le stand-up, ce qui est bien, c'est que tu peux te lâcher sur scène, dire à peu près ce que tu veux. Et Mais si c'est bien fait, en fait, moi, être trash pour être trash, choqué pour choquer, je n'ai rien à foutre. Ouais. Mais quand c'est avec la patte Florian, c'est vraiment souvent c'est brillant. Est-ce qu'il y a des humoristes sur lesquels tu cherches de l'inspiration hors le petit milieu du stand-up français, hein. Je parle de gens qui sont en international. Alors vraiment, moi, les références que j'ai, c'est vraiment pas du pur stand-up. Moi, par exemple, j'adore... Alors, dans les humoristes, dans le petit cercle des humoristes, par exemple, un mec comme Alexis Le Rossignol me fait beaucoup rire. Et dans ce... Thomas VDB me fait beaucoup rire. Chris Esquer, Vincent De Dienne... Tu vois, j'ai des références qui sont pas très stand-up pur, non, pas trop. Et je voulais savoir, c'est quoi les sensations, qu'est-ce qui diffère dans la sensation quand t'es sur une pièce de théâtre classique où tu déclames ton texte et quand tu fais du stand-up en tant que comédienne, hein, je parle. J'ai autant de plaisir à faire l'un et l'autre, mais j'ai beaucoup moins de pression quand c'est pas mon texte. Parce que je fais juste mon job de comédienne. Et que j'ai pas la pression du rire, la pression de la qualité d'écriture, j'ai l'impression que ça m'appartient pas, juste j'exécute en fait, je me mets au service d'un metteur en scène, d'un texte qui m'appartient pas et je fais entre guillemets qu'interpréter. Donc il y a juste la pression du jeu. Mais il y a 2 pressions en moins qui sont la qualité d'écriture et le fait que tout ne repose pas sur moi et que ce soit pas ma proposition, mais la proposition du metteur en scène. C'est quel plaisir qu'on en retire par rapport au stand-up? C'est quoi la sensation? C'est le fait d'être en groupe déjà. Par exemple, là, quand j'ai joué dernièrement dans une pièce qui s'appelle Le Canard à l'Orange, mis en scène par Nicolas Briançon, j'étais dans une équipe super. En l'occurrence. Donc je jouais avec lui, avec Nicolas Briançon, avec François Vincentelli, Anne Charrier et Sophie Arthur. Et l'équipe était super. Le fait de les retrouver tous les soirs, c'était génial. On s'est marré. La pièce était géniale. Moi, je voulais bosser avec Nicolas depuis longtemps parce que j'adore son travail, j'adore ce qu'il fait. Donc tout ça était un kiff et je me suis laissée embarquer dans l'aventure. Alors que l'accent il est revenu. Alors que en stand-up, tout dépend de toi, quoi. Enfin, quand tu crées ton propre spectacle, tout dépend de toi, toute la pression est sur tes épaules, j'ai l'impression, quoi. Après, c'est une pression que tu te mets tout seul parce que le monde entier s'en fout, hein. C'est aussi beaucoup d'ego là-dedans, hein. Faut quand même se calmer. Pas là, tout ça. Mais justement, est-ce que le stand-up t'a ouvert des portes parce que t'as fait l'aventure de Miss Météo pendant 2 ans? Est-ce que c'est grâce à ça? C'est ça. Oui, exactement, c'est grâce à ça. On va préciser, donc t'as fait Miss Météo sur Canal+, dans une émission le soir. L'info du vrai. Voilà. T'as fait ça pendant 2 ans, c'est ça? 2 ans. Et ça consistait à faire un petit sketch
C'est ça. Court pendant que tu annonçais les températures. Voilà. Exactement. Et donc ils t'ont repéré grâce à ça. Ouais. Donc je jouais mon spectacle au Sonar. D'accord. Et donc voilà, donc je venais de faire 1 an de scène ouverte et j'avais créé mon spectacle et je jouais mon spectacle depuis 3 mois. Et Christelle Graillot, qui était la dénicheuse de nouvelles têtes pour Canal, est venue voir mon spectacle et m'a proposé de passer le casting de la météo. Quand on te propose ça, comment tu réagis? Tu vois ça comment en fait? Quand elle m'a proposé ça, je me suis dit ah bon, mais ça existe encore? Je ne savais pas qu'il y avait encore des Miss Météo sur Canal. Et j'étais très heureuse parce que la vérité c'est que je voulais faire ça depuis longtemps parce que j'étais j'adorais Louise Bourgoin. Ça, tu connaissais les Miss Météo d'avant sur Canal+, qui étaient mythiques parce qu'il y en a plein qui ont fait des trucs de dingue derrière, avec des grandes carrières. Oui, mais même au-delà du fait que c'était le point de départ pour faire autre chose derrière. Mais c'était marrant quoi à voir. C'était moi quand je voyais débarquer Louise Bourgoin, je l'admirais quoi. Dans mes yeux d'adolescente. Louise Bourgoin, c'était 2005, 2006, 2007 par là à peu près. Ouais, c'est ça. Donc tu commences Miss Météo et comment ça se passe au niveau technique, au niveau des sketchs? À quel niveau? L'écriture. Je travaille avec un co-auteur, Rémi Boy. D'accord. On est tous les deux. Rémi Boyes. Rémi Boy ou Boyes? Rémi Boy. Alors moi je dis Boyes. Donc Rémi Boy c'est un humoriste. Hein. Ouais. On précise. Et tous les jours on écrit, on est tous les deux pour écrire une chronique par jour. Et au début pareil, beaucoup de pression. Alors à ce moment-là j'arrête le stand-up pendant 2 ans. Ah ouais. Je fais vaguement des exceptionnels de mon spectacle à la Nouvelle Scène. Oui. Mais je joue peut-être 4-5 fois. Mais j'arrête parce que c'est une telle énergie, ça me demande tellement de ton énergie en fait. Ouais. Un tel investissement dans cette chronique quotidienne que j'arrête le stand-up, je le mets entre parenthèses donc pendant 2 ans et je suis à fond concentrée sur ma chronique qu'on écrit donc tous les jours avec Rémi et voilà, et au début c'était beaucoup de pression et puis en fait après c'est un rythme à prendre et presque ça devient une mécanique au bout d'un moment. Ça se passe comment en fait quand vous faites le texte, c'est relu par quelqu'un, validé ou Au début oui, le premier mois Christelle Graillot donc qui est celle qui m'a fait décrocher ce job, était très présente au début, elle regardait tous mes textes, elle m'accompagnait beaucoup dans ce monde qui était alors totalement inconnu pour moi. Et puis au bout d'un mois, 1 mois et demi peut-être, on m'a laissé très tranquille quoi, dans le sens où j'étais quand même assez libre de faire globalement ce que je voulais. Et puis nous on n'était pas dans un truc on n'était pas très provoque quoi, on n'était pas très rock hein. On est arrivé dans une époque où Canal était un peu moins rock and roll qu'avant, donc nous donc on s'adaptait à l'émission, on faisait on faisait des sketchs. Je pense qu'il y avait pas beaucoup de risques avec nous. On était assez sages dans nos chroniques, donc on nous foutait la paix. Je reviens aussi là-dessus parce que on avait fait le podcast aussi avec Redouane Bougueraba. Ouais. Il nous a expliqué que la télévision c'est un énorme problème pour un humoriste. C'est-à-dire qu'il a pas ses repères. Il est pas habitué. Il y a des caméras. Il est ultra exposé, et la pression elle est terrible. Toi, quand t'as commencé, t'avais jamais fait de télévision directe comme ça? J'avais fait de la télé, j'avais fait un petit truc pour l'émission de Moudachour 1 an auparavant. Ouais. Mais du direct comme ça, jamais. Ouais. Ça va, comment t'as travaillé ça, en fait? Mais mon premier direct, j'ai cru mourir. Je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? En plus, j'avais totalement conscience que c'était qu'il était de monnaie courante de casser la Miss Météo à chaque rentrée, la nouvelle Miss Météo. Donc je savais que j'étais un peu de la chair à canon pour les Quand tu le cassais, c'est par rapport aux journalistes, à la critique autour? Ouais, et puis même aux réseaux sociaux, enfin. Ouais. D'accord. Voilà, Twitter. Exactement. Ça vanne, quoi. Après. Donc j'ai eu, j'ai été terrorisée au début. Mais en même temps, c'était super excitant. Parce que toujours, ce qui est paradoxal, c'est qu'on est un peu maso à ce niveau-là. C'est qu'à la fois, ça nous excite et à la fois, ça nous terrorise. Mais finalement, on y retourne, quoi. Et ça t'a ouvert des portes après cette expérience? Non, mais j'ai arrêté la météo un peu plus tôt que prévu parce que je suis partie tourner un film, effectivement, juste après, qui est, attention, All Inclusive. All Inclusive, oui. Fabien Teniente. Ce que c'est et qui c'est qui l'a réalisé quand même. Fabien Teniente. Ouais. Qui est quand même 3-0, grand réalisateur français de films comiques, avec des films qui ont cartonné Jet et Set. d'autres moins. 3-0, Jet Set, voilà. Mais c'est quelqu'un qui camping, c'est quelqu'un qui crée des franchises quoi. En fait, il cherche toujours une bonne idée, après il la reproduit.
Et mais en tout cas, lui, il aime bien les comédies. Donc toi, il t'a casté directement ou comment ça se on passait? s'est rencontrés. Il est tombé sur une de mes météos. En fait, il est tombé sur une de mes météos, une de mes chroniques où je chantais. Et à l'époque, il préparait un film où il recherchait une chanteuse, et donc il m'avait casté pour ce rôle-là. Et finalement, le film ne s'est jamais fait. Et il m'a rappelé plus tard, donc pour me faire passer le casting de All Inclusive. Et donc voilà. Et donc c'est comment avec Fabien Tonente en tant que en fait, réalisateur? le tournage était génial parce que je partais 1 mois et demi en Guadeloupe avec des comédiens géniaux, dont tout frais Yvick, payé, que vous connaissez. Ouais, Yvick, Mister V, ouais, qui est passé au Paname aussi. Ouais. Exactement. Et puis Amel Chabi, Caroline Anglade, Victor Belmondo. Enfin, toute cette bande-là, on est devenus la très, jeune très génération proches. quand même. Hein, il a voulu mettre des nouvelles têtes. Ouais, exactement. Et donc on a tout de suite fusionné. Avec ces gens-là, et c'était génial. Enfin, en vrai, c'était une colo, c'était les vacances, quoi. Le rôle principal, c'était tenu par Dubosc, non? Dubosc et de Maison, ouais. Ouais, comment ça s'est passé avec ces deux monstres? Très cool, franchement super. Une grande professionnelle, tout de suite, tu les vois, ils font la scène tout de suite, efficace, pas besoin de trop répéter. Ouais, après, Fabien fait beaucoup de prises. Ah donc, oui? Pourquoi? Je sais pas. Il veut choisir la bonne, quoi. Il fait plein de tentatives. Il y a de l'impro un peu, après... non? Il laisse un peu d'improvisation pour les phases humoristiques? Ou tout est écrit nickel? Non, globalement c'est plus sur le texte, ouais, je dirais tout est assez écrit ouais, et puis il a une idée précise de ce qu'il veut, donc vraiment il dirige le comédien dans son sens, dans l'idée qu'il a en tête et tout. D'accord. Mais après moi c'était plus l'expérience du tournage, parce qu'au final quand tu regardes le film, on a été beaucoup coupé au montage. Ah oui. Donc ça a été et ça a été aussi ma première expérience qui m'a appris que voilà ce que c'était que de partir 1 mois et demi en tournage et de voir le résultat final, quoi. C'est-à-dire que le tournage était génial, et quand j'ai vu le film, j'ai fait j'ai eu la déception de voir beaucoup de mes scènes coupées. On a tous été un peu déçus. Et ça, c'est comment justement que tu t'as contacté Fabien Tonente pour lui demander des comptes, ou non, mais en fait non, mais tu dis rien. En fait tu dis rien, puis tu passes à la suite. C'est pas grave. T'as kiffé, t'as fait une expérience, t'es sur IMDb, donc tiens, hop. Ah oui, c'est vrai que t'es sur IMDb. Une ligne en plus dans IMDb. IMDb, c'est un site où tous les artistes tous ceux du, t'as tout le monde dedans. C'est ça. Donc, pour ceux qui veulent des renseignements, IMDb toujours. Vous tapez IMDb, vous savez tout sur ce qu'il a fait pratiquement. C'est comme Wikipédia, ce genre de fiche. C'était ouvert d'autres rôles aussi. Enfin, du coup, t'as pu faire d'autres rôles après. Et puis après, par exemple, Nicolas Briançon, je l'ai rencontré. On avait déjà tourné ensemble quelques années auparavant, mais c'est quand je l'ai retrouvé en chronique sur Canal. On l'a reçu 2 fois quand je travaillais chez Canal. Un metteur en scène. Oui. Ouais, metteur en scène, comédien. Et c'est et suite à une de ces chroniques. Qui m'a laissé entendre que ça serait bien qu'on travaille ensemble un jour, et donc j'étais très très heureuse. Et quelques mois plus tard, il m'a donc appelé pour l'audition du Canard à l'Orange. Super expérience pour toi, ça. Génial. En quoi? Je jouais. Où est-ce que vous jouiez cette pièce? À quel endroit? On jouait au Théâtre de Paris. D'accord. Une grande salle? Ouais, c'est une grande salle. C'était combien de places à peu près? 1100 et quelques. Ouais, c'était blindé, moi c'était ma plus grande salle. Ça marchait bien? Ouais, ça marchait très bien. À part que c'était à l'époque des grèves et que ça nous avait un peu mis dedans, mais globalement c'était une pièce qui cartonnait, quoi. D'accord. Qui avait reçu, parce qu'il la jouait déjà avant, ils avaient été nommés 7 fois aux Molières. C'est une comédie, hein? Ouais, c'est une comédie. Précise, d'accord. Et non, c'était génial. Moi déjà j'étais comme une enfant, quoi, de jouer dans ce théâtre-là. Vraiment, ça me faisait rêver. Donc j'étais hyper heureuse. Et puis l'équipe était génial, la pièce aussi. Enfin, je prenais vraiment beaucoup de plaisir, quoi. Et puis après, on est parti en tournée. 1 an plus tard, on est parti en tournée avec la pièce. Et puis ensuite, nous avons été, comment ça s'appelle déjà, confinés. Ah oui. Le donc coupé en plein vol. Donc là, la pièce est mise en pause, donc elle va peut-être reprendre. Ou... On devait reprendre en janvier au Théâtre de Paris. Mais quand tout va revenir à la normale, tu penses que ça va repartir? Je sais pas ce qu'il en sera des programmations, parce que à part ça, le théâtre avait sa programmation prévue même pour, tu vois, ils avaient d'autres spectacles prévus pour septembre, octobre, enfin, je sais pas. Vraiment, ça, c'est l'inconnu total. Alors justement, c'est là, avant de terminer, on veut savoir c'est quoi tes petits projets là pour la suite? Alors, je viens de tourner une série là. D'accord. Avec d'autres humoristes. Jacine Hitch et Samuel Bambi, qui sera diffusé sur TMC. Comme tournage, ça va, c'était bien? C'était génial, pareil. Comédie, pareil, c'est comique. Je suis chiante parce qu'à chaque fois, je dis que les tournages sont géniaux. Et après, tu dis non, mais je suis parti en plein milieu.
pour faire autre chose. C'est quoi, c'est une sitcom? J'ai tendance à beaucoup m'emballer et finalement à être déçue, ça c'est l'histoire de ma vie. C'est un programme court humoristique réalisé par Félix Guimard, qui est un super réalisateur qui réalise Migraine avec Roman Fressinet, ou encore qui bosse avec le studio Beagle pas mal et tout. Bref, il est super. Et Martin Darondeau, un autre super réalisateur. Et donc on joue avec Samuel Bambi, Yacine Hitch, Toku. Ah oui, une comédienne qu'on voit un petit peu maintenant dans des petits rôles. Ouais. Et Hugo Marchand. Je reviens là-dessus parce que rapidement avant de fermer l'émission, on avait fait donc le podcast de Marina Cars. Ouais. Et elle avait expliqué qu'elle en fait était partagée. Elle adore le stand-up, mais elle adore aussi faire les personnages. Est-ce que toi aussi t'es un peu partagé par rapport à ça? Est-ce que t'aimerais bien pas uniquement faire du seul en scène micro-main, mais de temps en temps mettre un peu de mise en scène? Ouais, mais moi j'adore la mise en scène. Quand je vais voir des spectacles, souvent ce qui me saisit, c'est le moment qui ressort un peu, ou d'un coup je suis prise par une autre émotion que le rire. Puis j'adore la mise en scène, j'adore la musique au théâtre, ouais, j'aime bien être émue. Musical, t'aimerais bien non, un peu, non, pas du tout, mais moi je me verrais pas faire 1 heure juste d'adresse publique et c'est tout. Et c'est tout pour moi, merci, au revoir. Moi je sais que c'est pas quelque chose que voilà, c'est pas ça qui me fait vibrer entre guillemets, même si j'ai vu des spectacles d'humoristes qui faisaient ça et j'étais là waouh, impressionnant, hyper bien écrit, parfait. Mais voilà, moi c'est pas ça que j'aime. Puis moi j'aime jouer des personnages, j'adore l'absurde et j'adore aussi je commence à vraiment prendre go stand-up. Donc voilà, si je peux faire un mélange de tout ça, ce serait super. Bah on te souhaite que merci, des bonnes Camille. choses pour la suite. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour tout, Camille, c'était super. Merci encore et à bientôt. À bientôt. Ciao. Le Pitch Club de Camille Lavabre.